Éveil patriotique de l'Église en République démocratique du Congo, un rendez-vous pas comme les autres pour toutes les confessions religieuses le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple. Après toutes les leçons apprises pendant la guerre, cultivons l'amour patriotique, renforçons l'unité nationale. Le réveil du géant RDC, c'est notre affaire tous. Soyons présents. Invitation solennelle à tous les enfants de Dieu de différentes communautés religieuses et ceux de l'appartenance sociopolitique. Il est bon et agréable de frères d'être ensemble. Le pays passe des moments quand même difficiles et nous croyons que la prière a une place de choix, une place importante. À tous les hommes de Dieu, malgré nos divergences, de nous unir pour que l'unité demeure dans ce pays. Au programme, prière, exhortation, déclaration puissante et bénédiction dans une atmosphère promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sujet au cœur d'une rencontre organisée à Bunia, co-présidée par le gouverneur militaire de ces deux provinces. Au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président de cette chambre basse du Parlement, a informé les élus nationaux que son bureau a réceptionné des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation au motif de l'autorisation de poursuite contre le député national Nicolas Kazadi. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Je l'avais annoncé au sommaire, promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sujet au cœur d'une rencontre organisée à Bunia, co-présidée par le gouverneur militaire de ces provinces. Suivez les détails avec Naomi Katako. Ils se sont mis ensemble, le gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu, le lundi 26 mai à Bunia, afin de réfléchir sur de voies et moyens de sortie de crise dans leur province sous état de siège. Ces assises ont mis en place des mécanismes pour faire de la deuxième phase de ce programme un outil efficace de la stabilisation de la situation sécuritaire dans la zone. La vision du président de la République est traduite dans la deuxième partie du programme d'action du gouvernement. L'une des principales priorité du pays. Pour le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, gouverneur de l'Ituri, ces assises tombent à point nommé. Le programme ESPER a été d'un grand apport aux efforts de l'État congolais et des autorités en charge de l'ordre public au sein des entités territoriales. En effet, contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public ainsi qu'à la paix est une responsabilité globale partagée entre plusieurs institutions, structures de l'État et la population. Par ailleurs, émerveillé par la modernisation de la voirie urbaine et l'aéroport de Bunia, le général-major Évariste Kakoulé, gouverneur militaire du Nord Kivu, promet de reproduire ces modèles dans sa province. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni Mavivi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia. En ce jour, le bout du tunnel est déjà perspectible en Ituri, s'agissant de la situation sécuritaire, grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire et ses partenaires, mais aussi la prise de conscience de certains Ituriens. Il y a de quoi espérer le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province, souhait ardent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, président de cette chambre basse du Parlement, a informé les élus nationaux que son bureau a réceptionné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation au motif de l'autorisation de poursuites contre le député national Nicolas Kazadi. Suivi. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale,
le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sieurs Nicolas Kazadi-Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi-Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Sachez aussi qu'à l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. C'est après l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour des cassations. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Au cours d'un briefing presque co-animé avec son collègue du commerce externe, Patrick Mouyaya, est revenu sur l'accord qui doit être signé en quelques jours entre la RDC et le Rwanda. Selon les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement, la souveraineté de la RDC reste indiscutable. Suivi. Évidemment, il y a des discussions en cours. Au moment où nous parlons, la déclaration de principe qui s'était assise sur 6 principes. Le premier, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale de la RDC. Le deuxième principe, c'est porté sur des préoccupations sécuritaires, de comment les 6 principes, c'est les principes à partir desquels l'accord sera décliné. Et donc, il y a évidemment le principe sacro-saint que nous avons plusieurs fois rappelé sur la souveraineté et l'indépendance de la RDC, donc l'intangibilité et les respects stricts de nos frontières. Le deuxième principe qui concerne les préoccupations sécuritaires. Ça veut dire que quand on aura signé l'accord, on aura défini les mécanismes à partir desquels on va traiter des questions sécuritaires entre nous et le Rwanda pour éviter d'en arriver au point que nous avons connu. Les principes ou les lignes rouges qui nous concernent ont été clairement définis, à la fois sur l'indépendance, l'intégrité territoriale, à la fois sur notre souveraineté, sur les ressources. Et les conditions, si vous voulez, la condition sine qua non qui permettra l'intégration économique, on a beaucoup insisté sur la paix, que le président de la République a dit vouloir définitive et durable. Voilà plus ou moins l'état de la question aujourd'hui. Le chef de l'État a reçu une délégation de parlementaires francophones conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Au menu de leur discussion, les plaidoyers sur une paix durable en République démocratique du Congo et dans la sous-région suivie. Chacun a pu observer que l'espace francophone est traversé par de nombreuses crises. Et la crise en RDC est une crise majeure. La durée, 30 ans, une cohorte de conséquences, mort d'hommes, destruction de biens, déplacement des populations. Je crois que ce sont des choses qui ne pouvaient pas laisser les parlementaires francophones indifférents. Et notre présence ici est l'expression même de la volonté des parlementaires francophones vis-à-vis du peuple congolais qui a souffert pendant toutes ces années. Notre ambition, je ne parlerai pas de prétention, c'est de contribuer par les voies de la diplomatie parlementaire, c'est comme ça que nous l'appelons, qu'elle soit plus active et qu'elle nous permette d'envisager, d'explorer des pistes
qui sont susceptibles de nous conduire vers la paix, qui peuvent amener nos États à construire, leurs responsables à construire des ponts. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Nous voulons contribuer à la construction d'un espace francophone traversé par une prospérité partagée. C'est le sens de notre mission aujourd'hui. Je voudrais terminer pour me résumer en rappelant ce que le président Senghor de regretter mémoire disait déjà en 1966. Ce sont les peuples, à travers leurs élus, qui poussent les gouvernements à aller de l'avant. Nous avons trouvé un président de la République, son Excellence, M. Tshisekedi, un homme qui est parfaitement au fait de ce qui se passe dans son pays et qui parle de paix. Son message est un message de paix. Il veut que la paix, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'ensemble des 9 pays qui l'entourent, pour l'ensemble de l'Afrique centrale, pour l'ensemble de l'Afrique et même pour le monde. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a donné les directives en marge du début de travaux techniques sur l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Suivi. L'esprit de dialogue devra présider à l'élaboration et l'adoption des instruments normatifs de référence pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale. Telles sont les directives données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le mardi 27 mai 2025, en marge du début des travaux techniques sur l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour le gouvernement, l'idéal est d'aboutir au principe à travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début des travaux techniques sous l'élaboration de la nouvelle politique salariale, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barymique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gênant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux techniques devront instaurer les bases pour refondre en profondeur les systèmes actuels de rémunération. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. La situation humanitaire en République démocratique du Congo reste critique en raison de la guerre d'oppression et les catastrophes naturelles, inondations, vents violents, incendies et naufrages. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a sensibilisé le parlementaire européen sur la crise en République démocratique du Congo. Suivez. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a présenté aux députés européens le bilan des inondations et catastrophes ayant frappé la RDC de décembre 2024 au mai 2025, mettant en lumière l'urgence d'une intervention humanitaire. Bilan de sinistrés au Congo central, 2085 sinistrés à Kazangulu, Kasaï central, 2615 sinistrés, Kasaï oriental, 44 565 sinistrés, à Kabeya-Kamwanga, Sankuru, 1405 sinistrés, conflit intercommunautaire et la Chopo, 5000 sinistrés, conflit Bolembe et Yalumbuka. La situation des inondations depuis deviennent dans d'autres villes provinces allant de décembre 2024 à 2025. Outre la situation de la ville de Kinshasa, les conséquences humanitaires des sinistrés
dû aux inondations pluviales et torrentielles et vents violents dans d'autres provinces, d'autres types de catastrophes enregistrées. À côté de ces inondations, d'autres situations d'urgence et catastrophes ont été enregistrées à travers le territoire national. En soutenant ces efforts du gouvernement congolais, l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans les régions les plus touchées en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, les députés européens ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts humanitaires sous la direction de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Notons qu'une avancée majeure pour la diplomatie humanitaire et les soutiens aux sinistrés en République démocratique du Congo. En société, les usagers de l'avenue Libération ex-24 novembre, précisément ceux du rond-point Mollard, s'inquiètent concernant l'exécution de travaux de réhabilitation de ces axes routiers qui marchent à pas des tortilles. Suivez ces constats faits par Déborah Pébé. Il y a de cela 4 mois depuis que les travaux de la route de la Libération ex-24 novembre ont été débutés, la population éprouve toujours des difficultés pour se déplacer car ces travaux marchent à pas de tortue. La population de ce coin de la capitale se demande pourquoi ce retard, car la durée des travaux est de 24 mois selon l'indicateur et les usagers de cette route. Parce que déjà 2 mois, selon l'Inga proposé, il y a 24 mois. Alors 24 mois, on est que pour n'engager na moni que misala fait ça la maramini moi na butu parce que moni tout ça boye moni zalé etikali boye ba do comme ko dévier pour que c'est le mot voit pas de moins très bien donc tout on a si c'est le mot en matière de transport la population comment souffrir pour le transport. Que les autorités de tutelle s'engagent pour l'accélération de travaux afin de permettre à la population de ces coins à bien vaquer sans difficulté. Pour terminer ce journal en sport, poursuite du championnat national play-off 9e journée dans les 2 sites retenus par les organisateurs. Suivez ces condensés faits par Jerry Roméo Mwamba. Le centre et la tête. Lors de la 9e journée du play-off du championnat national Licocas Ligue 1, 4 matchs se sont disputés le mercredi 28 mai à Kinshasa et Lubumbashi. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, 6e défaite des Anges Verts 4-2 devant Tanganyika, malgré un but de son attaquant vedette Tony Talassi, son 2e après son retour de la CAN U20 avec la RDC. Que du bonheur pour les DSMP qui, mené par son capitaine emblématique Arsène Gomez, qui enchaîne une 3e victoire en s'imposant 1-0 face à Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nibansantou. Pendant ce temps au stade Kibasa Maliba, Orso Mwaku permet aux cheminots de Lupopo d'empocher 3 précieux points grâce à son unique but de la partie contre les Colossiens de Simba et enfin nul blanc entre Vecleb et Don Bosco à Kamalondo. Notons que cette 9e journée a débuté le 26 mai avec la rencontre Rangers Mazembe des Martyrs qui s'est soldée sur une victoire de 2-0 en faveur des Anglais-Bertois. Orso Mwaku, Molienog, Jefte Kitambala et Jean-Benoît Tokumbane se partagent désormais les 30 buteurs avec 10 réalisations à chacun. Nouvelle déviation, Gloire Moujaya. Et les 2 buts des Mazembe. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sujet au cœur d'une rencontre organisée à Bunia, co-présidée par le gouverneur militaire de ces 2 provinces. Au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale, Vital Kamere, président de cette chambre basse du Parlement, a informé les élus nationaux que son bureau a réceptionné des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation au motif de l'autorisation de poursuite contre le député national Nicolas Kazadi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi.
La famille Mbembo a la profonde douleur d'informer les amis et connaissances le décès de leur fils, frère, grand frère, petit frère et grand-père Mbembo Matondo Junior, le miraculé appelé par les intimes Jean Donga. Mort à Djobour, en Afrique du Sud, de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 8 juin 2025, enterrement se fera en intimité familiale en Afrique du Sud, dans la même ville. À Kinshasa, la veille mortuaire est prévue ce samedi 7 juin à la résidence familiale 6 avenue Bomokandi, numéro 27, au quartier commercial Alemba Super, référence 9 régions ou école Massamba. Dimanche, il sera transmis en direct de Djobour la cérémonie de l'inhumation de l'illustre disparu. Ces communiqués sont un lieu de faire part.